sur cette question, hein, la question de la corruption, dont il faut que l'on parle, dont il faut que l'on débatte. Et je vous renvoie à ces phrases de Maître Akere Mouna dans sa préface sur l'ouvrage, une question qui mérite d'être enseignée dans les écoles, dans les universités, et qui mérite de figurer en bonne place dans les programmes au sein des écoles de formation des élites politico-administratives. Je dirais pour commencer que cet ouvrage est l'aboutissement de 3 années de recherche. 3 années de recherche au cours desquelles je me suis frotté à l'univers de la corruption et du blanchiment. Je parle à dessein d'un univers, autant il s'agit d'un phénomène mondial, absolument massif, qui se singularise aujourd'hui par la sophistication de la finance criminelle. La corruption aujourd'hui ne ressemble absolument plus à ce qu'elle était il y a 20 ans. La corruption et le blanchiment est rattaché au mécanisme de la criminalité organisée et de la finance criminelle. Dans cet univers que j'ai rencontré et auquel je me suis frotté, l'argent est roi. Peu importe la façon dont on se le procure, il faut accumuler. Il faut accumuler à tout prix avant de lui donner, par le blanchiment, l'apparence d'une origine licite. Dans cet univers hors norme où la prédation, puisqu'on est en face véritablement de prédateurs, la prédation est reine, l'enjeu est de se constituer des fortunes colossales, des capitaux économiques considérables qui vont ensuite venir alimenter l'économie formelle. Je parle bien d'un phénomène mondial car la corruption se singularise par sa dimension mondiale. Elle touche tous les hémisphères. Et il y a 15 jours encore, vous avez pu entendre, comme moi, l'affaire SwissLeak, qui met en lien la corruption, le financement et des pratiques absolument désastreuses d'un certain nombre d'élites sur les deux hémisphères. Elle touche tous les pays et il en est de même du blanchiment. Dans cet univers où le dénominateur commun est la poursuite de l'enrichissement personnel à tout prix, le commun des citoyens, vous le disiez il y a quelques instants, est d'ailleurs contraint de s'aligner ou de périr. Cette corruption est devenue systémique, je dis bien systémique, et elle paraît consubstantielle du fonctionnement social. La corruption et le blanchiment que j'ai rencontrés s'inscrivent également dans un univers qui exacerbe les contrastes. Le luxe le plus opulent, la richesse la plus insolente sont là comme pour narguer la misère la plus extrême. D'où le questionnement éthique qui doit conduire à faire porter plus encore le discours sur l'intégrité. J'ai été choqué par le contraste, nous le voyons régulièrement, résidant dans l'image d'une limousine, slalomant au milieu de vieux taxis jaunes, cherchant leur voie sur des routes de latérite qui sont pourtant officiellement bitumées. La corruption existe bien dans le secteur public, mais également dans le secteur privé. Et on pense parfois, souvent d'ailleurs, que la corruption n'est qu'un fait consubstantiel au fonctionnement des institutions publiques. Non, elle existe également dans le secteur privé. J'ai vu, dans notre continent, mais aussi ailleurs, les très graves atteintes à l'égalité entre les hommes et à la dignité humaine provoquées par la corruption. Combien d'injustices sont-elles subies? Combien de marchés perdus par des entreprises innovantes et pleines d'espoir, simplement parce que leurs promoteurs ont refusé de graisser la patte? Combien de destins brisés? Combien de retards occasionnés
à la marche vers le développement en raison de la corruption. Combien de flux illicites, finalement sortis de nos pays, qui en ont pourtant tant besoin, et partis, parfois l'instant d'un clic d'ordinateur, alimenter les comptes dans les paradis offshore. Partout, la corruption sape les fondements de l'égalité entre les hommes. Les pouvoirs publics sont utilisés à des fins privées, à des fins contraires à la loi. Une culture du bargain où tout se négocie, où tout doit se négocier et finalement se monnayer pour parvenir à un minimum de solutions, s'institutionnalise et devient, je l'ai dit, fonctionnelle dans nos sociétés. Et pourtant, dans cet univers hors norme, l'Afrique a pris le problème à bras-le-corps, dans des conditions certes perfectibles. Parler de la corruption et du blanchiment dans les deux pays que j'ai analysés, le Sénégal et le Cameroun, c'était donc aussi aller à la rencontre des initiatives construites, mettre en évidence comment la gouvernance dont on parle tant, est à l'œuvre en face de l'enjeu de la corruption. Décrire, en d'autres termes, l'État à l'œuvre et la puissance publique au concret en face de la corruption et du blanchiment. J'ai donc découvert aussi un univers de normes et d'institutions, de l'échelon international au plan national, un maillage de règles et un champ d'institutions qui s'est construit, qui s'approfondit et qui se perfectionne au fur et à mesure. Pourtant, année après année, le mal paraît endémique, comme si nous vivions sous l'empire d'une malédiction, la malédiction de la corruption. Mon analyse est que le phénomène paraît exacerbé parce qu'on le traite mieux qu'il y a quelques années et que la réaction tactique est visible. Mais nous sommes à la croisée des chemins, me semble-t-il, car des choix fondamentaux s'imposent à nos pays. Il faut d'abord inscrire l'action des élites sous le sceau, je dirais, d'une déontologie, devant conduire, par exemple, à rendre systématique pour elles le contrôle de la situation patrimoniale. La Convention des Nations Unies contre la corruption prévoit l'obligation de déclarer en début d'arrivée en fonction, puis à la sortie des fonctions, l'état du patrimoine. Mon analyse est qu'il faut le faire systématiquement et que l'on doit soumettre à un contrôle fiscal approfondi de la situation des intéressés tout candidat à l'occupation de positions d'envergure, de positions officielles. Il faut ensuite songer à l'inclusion financière, car dans un pays comme le Sénégal, mais c'est également le cas du Cameroun où le taux de bancarisation est si faible, l'informel reste et demeure le ventre mou des stratégies de lutte contre le blanchiment. Comment peut-on de manière efficace lutter contre le blanchiment si les 3/4 des transactions s'effectuent en dehors des circuits formels? Il faut surtout décloisonner les processus décisionnels pour que l'action publique soit ouverte à la participation de la société civile. À l'heure où on s'interroge sur les moyens de lutter contre le terrorisme, il faut se souvenir que le blanchiment est une ressource puissante des organisations criminelles et que l'un des principaux vecteurs du blanchiment de capitaux est justement la corruption, mais aussi la fraude fiscale. Sur le fond de ce travail, j'étais confronté à plusieurs difficultés de méthode. Il fallait d'abord construire la lutte contre la corruption et le blanchiment comme un objet susceptible d'une analyse de sciences politiques. Pour ce faire, j'ai choisi de définir les politiques sénégalaises et camerounaises de lutte contre la corruption et le blanchiment comme des politiques publiques particulières. Je parle de politique pénale. Ce sont des politiques publiques spécifiques en raison du mode très particulier de l'articulation de la justice avec le reste de l'appareil de l'État. La justice est dans l'État, mais elle occupe une position toute particulière parce que son objet, justement, est d'administrer les mérites et les peines. Ce sont des politiques à travers lesquelles l'État mobilise la contrainte répressive pour combattre le problème de la corruption. Il fallait ensuite proposer
une approche qui tienne compte de l'inscription de l'action de l'État dans la durée, tout en rendant compte des logiques qui président aux grands et aux petits moments de l'action des instances chargées de lutter contre la corruption et le blanchiment. Croisez donc ensemble la longue durée et le court terme, car le système de justice pénale n'est pas déconnecté de l'état des rapports des forces politiques. Et j'ai démontré qu'avec la justice, la corruption et le blanchiment, on joue. Ou en d'autres termes, on joue en politique avec la lutte contre le blanchiment et la corruption. L'accélération ou la décélération de la répression pénale, les secousses d'une affaire, expriment très précisément ces rapports dans des configurations où l'institution judiciaire est invitée à dire la loi qu'on lui demande de dire, à distribuer les mérites et les peines conformément à l'arithmétique politique de l'instant. La justice pénale est donc un appareil de légitimation de l'État et un instrument d'exercice de choix politique, expression d'un équilibre entre les forces à l'œuvre sur les scènes pertinentes du système social. Ce que j'ai tenté de démontrer au fond, c'est qu'en questionnant le creux des affaires, le fond des dossiers déférés aux juges, en reconstituant leur processus d'émergence, apparaît un arrière-plan de réalisation de choix stratégiques et donc politiques dans le flux de la compétition pour le pouvoir. Car même dans un système de légalité des poursuites, c'est-à-dire dans un système où toute infraction fait systématiquement l'objet d'une poursuite, l'arme pénale n'est jamais la seule réponse au crime. Pourquoi donc choisir l'arme pénale pour traiter la corruption? On le fait dans des configurations spécifiques et pour satisfaire des objectifs stratégiques déterminés. La chaîne des affaires, les séquences successives qui jalonnent leur construction jusqu'au déferment des mises en cause devant les juridictions expriment une stratégie de criminalisation toute particulière. L'exercice des poursuites pénales peut, autrement dit, faire l'objet d'une politique publique. Ces poursuites traduisent la volonté d'étiqueter, de stigmatiser des comportements ou des personnes, tout autant que le souci d'exprimer une conception de l'ordre social. L'exercice de l'action publique concrétise la mise en infraction d'attitudes perçues comme dignes de répression. Le choix de poursuivre un individu devant la justice pourrait bien paraître l'expression de choix globaux définis dans des conditions et à des moments déterminés du jeu social. Une décision de poursuite, en d'autres termes, ou de classement sans suite, n'est donc jamais neutre. Elle intervient à un moment donné des affrontements politiques. Le décideur prend toujours en considération des facteurs aussi variés que les rapports de force, les jeux autour du fonctionnement de l'appareil, ainsi que les stratégies des mises en cause potentielles, tout comme leurs ressources et la capacité de réaction dont ils peuvent faire preuve. Tout décideur en matière pénale, et c'est le cas en matière de lutte contre la corruption, dispose de ressources qu'il peut mobiliser pour, faire une affaire, faire un dossier. Du coup, l'institution pénale paraît, même dans les plus grandes démocraties, toujours captive d'enjeux contingents. Une incrimination n'est pas le produit d'une génération spontanée, elle s'analyse comme une réponse apportée dans des conditions particulières, dans des conditions spécifiques par les détenteurs du pouvoir, dans la lutte pour la conservation du pouvoir. L'observation des faits m'a permis de dépeindre un milieu décisionnel dont les acteurs tentent d'imprimer, avec plus ou moins de succès, des effets particuliers sur la société. Ce milieu décisionnel, qui est arrimé à la communauté internationale, lié par des canaux spécifiques au GAFI, à l'initiative STAR, à Interpol, à l'ambition de changer l'État, ou plus précisément de le construire. À travers le système de lutte contre la corruption se dessine donc une communauté de prise en charge rassemblant tout au long de la chaîne décisionnelle des acteurs internationaux et nationaux qui opèrent en définitive pour l'émergence d'un mode de gouvernance rénové. On a pu voir au plan opérationnel que la mise en affaire de certains dossiers, je pense par exemple à l'affaire de la traque contre les biens supposés mal acquis au Sénégal, résultait d'une coopération formelle ou informelle
entre des acteurs nationaux et des acteurs issus de la communauté internationale, Initiative Star, FinCEN, le groupe d'Egmont ou Interpol. Voici pour la méthode. Je disais tantôt que l'on est en face d'un champ institutionnel extrêmement sophistiqué, spécialement dédié à la lutte contre la corruption et le blanchiment. Mais l'efficacité des politiques de lutte ne se mesure pas à l'aune de la seule création institutionnelle. Je voudrais évoquer avec vous quelques biais que j'ai pu observer. Je voudrais donc évoquer avec vous quelques biais que j'ai pu observer, tout en vous présentant quelques solutions que j'ai imaginées, car mon attitude n'était pas de me limiter à l'analyse et à la description du phénomène, mais également essayer d'aller plus loin en vue de l'amélioration du problème, puisque nous sommes en présence de politiques qui mettent en cause très clairement les stratégies de développement de nos pays, mais également l'avenir de générations considérables de nos concitoyens. Première faiblesse à mon sens, les politiques que j'ai observées révèlent un style concentré et centralisé. Les décisions pertinentes sont impulsées par l'exécutif, le pouvoir exécutif, qui seul a le pouvoir, la capacité d'initier les poursuites, alors même que le pouvoir législatif devrait disposer de prérogatives fortes, notamment en vue de constituer des commissions d'enquête ou pour impulser d'initiative le travail législatif, et domaine où aussi la société civile doit pouvoir jouer un rôle plus fort et en amont. Seconde faiblesse, à côté de la primauté de l'exécutif, le pouvoir judiciaire lui-même, qui en bout de chaîne est chargé de donner la réponse, n'est pas auto-impulsé. Il est actionné par le pouvoir exécutif. Les acteurs impliqués sont issus, je l'ai dit, de quelques segments de l'appareil administratif national, lequel est relié de manière formelle ou informelle à des réseaux d'acteurs et d'institutions au plan international. Troisième faiblesse, la politique de lutte contre le blanchiment et la corruption se singularise par l'empilement institutionnel, avec la création de nombreuses instances dotées de compétences susceptibles de se recouper, ce qui pose, dans ce champ labouré de lutte politique, le problème de la coordination. Au Cameroun, par exemple, les compétences du ministère délégué au contrôle supérieur de l'État empiètent sur celles de la CONAC, la Commission nationale anticorruption, qui est l'agence nationale chargée de mener la politique gouvernementale en matière de lutte contre la corruption. De même, les agences de renseignement financier, l'ANIF au Cameroun, Agence nationale d'investigation financière, la CENTIF au Sénégal, peuvent se trouver en conflit de compétences avec les services de l'État, les impôts, les parquets, les services de police judiciaire ou les services spécialisés dans la sûreté de l'État, au moment de l'exploitation opérationnelle des soupçons et des renseignements collectés. La modernisation de l'ensemble passerait, me semble-t-il, par le renforcement de la coordination de l'action de toutes les agences investies à un titre ou à un autre d'un rôle dans la lutte contre la corruption et le blanchiment, et à mon sens, par la création d'une instance indépendante qui jouerait un rôle de leadership dans le pilotage de la politique publique. Il faudrait, en d'autres termes, sortir les instances chargées de la lutte contre la corruption et le blanchiment de la dépendance, de la trop grande dépendance par rapport au pouvoir exécutif. Il conviendrait aussi, et c'est le quatrième point, d'autonomiser le fonctionnement des systèmes répressifs par rapport aux politiques, de manière à neutraliser les soupçons d'instrumentalisation qui pèsent sur eux. Lorsqu'une affaire de corruption sort, lorsqu'une affaire de blanchiment apparaît devant la justice, émerge automatiquement le soupçon qu'elle est instrumentalisée par le pouvoir politique pour neutraliser un adversaire ou des concurrents potentiels dans la conquête contre le pouvoir. Eh bien, le moyen de rompre définitivement avec ce soupçon, eh bien, c'est de confier à des instances véritablement indépendantes, autonomes,
par exemple, faisant une part importante à la société civile, le pilotage, la coordination dans des mécanismes et des conditions à définir les politiques de lutte contre la corruption. Le fonctionnement des parquets devrait aussi obéir à un système de légalité des poursuites, c'est-à-dire qu'il ne doit plus y avoir d'opportunité de poursuivre certains dossiers et d'abandonner certains autres, les procureurs devant automatiquement décider de poursuivre les auteurs devant les juridictions lorsque les dossiers leur sont déférés. Dans le prolongement, et en cohérence avec les engagements internationaux de nos États, il conviendrait également, me semble-t-il, de renforcer deux droits fondamentaux. Car on ne peut pas parler de renforcement de la lutte contre la corruption et le blanchiment si on ne garantit pas les droits de la défense. Ce qui implique le droit à ce que la cause de tout mis en cause soit entendue par un juge indépendant et impartial. Ensuite, la présomption d'innocence et son corollaire, l'affirmation de la sûreté individuelle. La sûreté individuelle qui implique d'affirmer, de continuer d'affirmer que la détention est l'exception et que la liberté est le principe. On a régulièrement le spectacle de prévenus avilis, jetés en pâture à l'opinion publique au seuil de procédures déclenchées à leur encontre dans les deux systèmes. Il s'agit d'images qui sont, à mon sens, totalement dégradantes et inutiles et qui, à mon sens, ne grandissent pas l'objectif de la lutte contre la corruption. Il ne faut jamais oublier que derrière un mis en cause, c'est le cas pour ce qui concerne la lutte contre la corruption, comme c'est le cas pour le tout venant de la criminalité, de la délinquance, on a des hommes. Derrière tout mis en cause, qui n'est pas encore condamné, on a un homme qui a des droits fondamentaux qu'il s'agit de préserver. La réforme de la mise en état des affaires pénales appelle donc parallèlement une véritable réflexion sur ce que j'appelle l'économie pénale. Les systèmes camerounais et sénégalais ont opté pour des réponses exclusivement répressives dans l'optique d'un droit pénal de dissuasion, comme si il fallait, par une répression sévère, visible, le prononcé de peines longues, spectaculaires, faire peur. Mais on fait peur à qui? On ne fait peur à personne. Les peines n'ont jamais été aussi longues. Les procès n'ont jamais été aussi spectaculaires et médiatisés. Et pourtant, évaluation après évaluation, la corruption continue de faire des ravages, comme le blanchiment. Qui veut-on dissuader? Il faut donc, me semble-t-il, changer de braquet, utiliser d'autres armes que l'arme pénale qui est nécessaire, mais qui n'est pas la seule à la disposition des États pour lutter contre la corruption. Quelle est la pertinence d'une politique criminelle dans la lutte contre la corruption articulée autour du seul axe pénal? Le développement des stratégies de récupération d'avoirs peut être un moyen de démontrer que le droit civil et la procédure civile peuvent constituer des réponses à la corruption définies comme une atteinte à un bien collectif, la fortune publique. On doit pouvoir imaginer et construire des mécanismes alternatifs de traitement de la corruption, le pénal ne pouvant être en la matière une fin en soi. On peut par exemple permettre aux organisations de la société civile de se constituer partie civile, de déclencher d'initiatives des procès devant les juridictions civiles sur le fondement de la faute, car l'atteinte à la fortune publique est une faute commise au préjudice de la société civile qui pourrait alors déférer elle-même, sans passer par le canal répressif, les mises en cause devant les juridictions civiles. L'arme du droit administratif peut aussi être mobilisée dans le cadre de cette stratégie de désescalade pénale. Je dis bien de désescalade pénale, car il n'y a pas d'avenir de la lutte contre la corruption, qui est un phénomène absolument massif, qui pourrait occuper plusieurs années durant la totalité de l'activité des instances de l'État, sans une désescalade répressive, c'est-à-dire sans une réflexion sur l'économie de la politique qu'on voudrait mettre en place. On pourrait ainsi inciter à la prise de sanctions administratives en matière de lutte contre la corruption, par exemple dans les marchés publics, permettre l'exclusion
de certains acteurs économiques qui ont enfreint la loi. Je parlais au seuil de mes observations d'une corruption qui est sourde, qui est sournoise, mais qui gangrène le secteur privé. La corruption existe également dans les marchés publics. On doit, d'une manière générale, s'interroger sur la possibilité de mobiliser d'autres réponses que la seule répression pénale. Cette réflexion est d'autant plus nécessaire que les stratégies actuelles paraissent, je l'ai dit, dépourvues de tout effet dissuasif, les peines longues n'ayant aucune incidence sur la diminution de la corruption dans les statistiques de la répression. Afin de soustraire les politiques observées des soupçons d'instrumentalisation, il convient de garantir en tout état de cause l'indépendance des magistrats du parquet. Je rappelle que le parquet est rattaché au pouvoir exécutif, le procureur de la République tenant ses instructions du garde des Sceaux qui lui-même est en lien avec le président de la République. Il faut trouver les moyens d'affranchir les instances judiciaires d'influence qui peuvent venir par le canal du pouvoir exécutif qui, bien évidemment, doit assurer sur la totalité du territoire la cohérence de la politique pénale. Mais la cohérence de la politique pénale doit se faire dans la transparence. Ainsi, par exemple, les instructions d'un procureur de la République à un juge dans un dossier doivent être systématiquement écrites et versées au dossier, car on connaît en France, par exemple, on connaît les instructions téléphoniques, ça existe aussi dans tout autre système. Les instructions doivent gagner les dossiers de la procédure en vue d'une véritable transparence. L'aboutissement ultime, c'est la réforme de la composition des instances chargées de gérer la carrière des magistrats. La réforme des conseils supérieurs de la magistrature suppose que leur composition soit ouverte à des personnalités issues de la société civile et aux acteurs de la famille judiciaire. Je pense aux avocats, aux huissiers de justice, aux professeurs de droit. Par ailleurs, les forces politiques, les forces d'opposition doivent pouvoir être représentées au Conseil supérieur de la magistrature. Les procédures de nomination aux postes de la hiérarchie judiciaire et en particulier dans les instances qui sont chargées de lutter contre la corruption doivent faire intervenir les forces d'opposition. Je pense par exemple, je le suggère dans le livre, à un mécanisme de nomination qui ferait intervenir l'audition systématique du candidat par la commission des lois de l'Assemblée nationale, suivi d'un vote sur la candidature de l'intéressé au poste auquel il est proposé avant toute nomination décidée par le pouvoir exécutif. Toutes les initiatives, en fin de compte, et c'est sur cela que je termine mon livre avec une note d'espoir, car il s'agit de l'espoir de notre continent. Toutes les initiatives destinées à améliorer la lutte contre la corruption et le blanchiment sont vaines si manque une volonté politique affichée au plus haut niveau. S'il n'y a pas de volonté politique affichée et assumée au plus haut niveau, eh bien, toutes les initiatives sont vaines. Alors, pourquoi ne pas imaginer, comme aux États-Unis, où il y a un discours sur l'état de l'Union, un discours sur l'état de la gouvernance, qui permettrait alors au Premier ministre ou pourquoi pas au Président de la République de présenter l'état de la lutte contre la corruption chaque année devant le Parlement. Il s'agit d'un projet pour lequel j'ai passé beaucoup de temps, à la réalisation duquel j'ai éprouvé beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, étant accompagné par mon éditeur, l'Harmattan, qui a accepté de m'accompagner sur ce quatrième livre. Un projet qui ne m'appartient plus, qui appartient désormais à vous, mes lecteurs, à la société civile, aux Africains, parce que je pense également qu'il nous manque une véritable initiative panafricaine de lutte contre la corruption,
apportez vos pierres pour la construction de cet édifice. Ce livre qui ne m'appartient plus est le vôtre. C'est avec beaucoup de joie que je recevrai les critiques qui pourraient être formulées. Je les prendrai comme des encouragements à aller de l'avant. Je vous remercie.